Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoForce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine les amis et que vous passez sûrement de très belles vacances ou un bon week-end en fait de Noël, clairement avec des fêtes. Tout pour ça que j'ai mis le petit contexte qui va avec, forcément. Et donc aujourd'hui, donc comme d'habitude, on va faire l'actualité hebdomadaire avec le Bitcoin. On va voir un peu ce qui se passe au niveau de la correction parce que oui, bon, ça paraît un peu répétitif, mais oui, là actuellement, c'est une correction, voire une transition qui est en train de se faire sur le Bitcoin. On va voir comment, pourquoi. C'est toujours l'éternelle question à chaque fois qu'il y a un -5, -10% sur le Bitcoin, on se dit ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots, enfin bref, c'est la fin de tout pour la crypto-monnaie, mais non, et on va voir comment, pourquoi. Mais en tout cas, selon moi, c'est juste une correction. Et heureusement, parce que c'est vrai que ça fait un moment quand même que le Bitcoin est en train de monter, que les crypto-monnaies, ça montait presque de façon verticale. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait au moins un petit, et je dis bien petit, 10 à 15 voire 20% pour le Bitcoin de correction et les altcoins qui suivent avec forcément un -20, un -40% derrière. C'est normal, ça s'appelle les crypto-monnaies en fait, tout simplement. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler également de VeChain. Il y a pas mal de choses à dire sur VeChain. On va parler du XRP et en fin de vidéo, des actualités crypto plus générales, économiques. Et là, force est de constater que là aussi, il y a des choses à dire vraiment pas réjouissantes, hein. J'aimerais bien vous dire l'inverse, mais le contexte actuel n'est pas en cette faveur-là, on va dire. Bon, et on parlera également de certaines nouvelles au niveau de l'euro, du dollar. On parlera bien sûr du cours de l'or, ce que ça dit, enfin voilà. Bref, donc si vous êtes chaud, bah écoutez, c'est parti, puis go. Donc on commence avec le fameux rapport de Farsight Investor, comme vous voyez ici. Donc là, sur les ETF Bitcoin Spot, effectivement, il y a eu la panique générale. C'est-à-dire que on a eu en fait les investisseurs particuliers qui ont paniqué, ça fait chuter le prix, forcément, ça c'est classique, vieux comme le monde. Et on a eu en parallèle aussi des sorties massives et pour la première fois depuis longtemps, comme on voit sur le rapport de Farsight Investor, on avait des flux positifs entrant au total sur au moins une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours. Et là, au 19 décembre, vous voyez, et au 20 décembre, on a eu des sorties nettes, presque 1 milliard sur les 2 jours de sorties nettes sur les flux Bitcoin spot au niveau des ETF. Et donc, au total, nous sommes aujourd'hui à 36 milliards de dollars quand même de flux positifs injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc, ça s'appelle une correction. C'est pas la fin du monde. Sinon, là, on serait déjà en négatif, moins 36 milliards. Bref, voilà. Pareil pour les ETF Ethereum Spot cette fois. Regardez toujours un rapport de Farsight Investors. Et là, on s'est retrouvé avec, vous voyez, sur 2 jours, au 19 décembre et 20 décembre, des flux en fait négatifs sortant sur ces 2 derniers jours. Et donc, on a un total de 2,3 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Bon, donc pas encore de quoi paniquer, visiblement. Ensuite, hop, je vais passer des petits articles que je vais vous montrer. Hop, je vais vous passer un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, au niveau macroéconomique, je dis bien expliquer, parce que à mon sens, il y a deux hypothèses qui peuvent expliquer la correction que s'est déroulée. La première hypothèse, en disant bien, je rajoute que c'est mes opinions, c'est mon opinion, c'est en aucun cas, je n'ai pas la boule de cristal, je n'ai pas la science infuse. Donc tout ce que je dis d'ailleurs cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement parce que je ne suis pas conseiller financier, c'est très important ça. Les amis, vous devez faire vos propres recherches également. Donc, la première hypothèse, déjà, c'est, comme le dit l'article de Les Échos, c'est que, donc, aux États-Unis, la Fed, la Réserve fédérale américaine, en fait, prévoit désormais seulement 2 baisses de taux en 2025 au lieu de 3, tout en déclarant, donc Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré également que, si vous voulez, en 2025, il y aura également une relance de l'inflation prévue pour 2,5%.
Ça veut dire que là, l'objectif de base, en fait, d'une banque centrale, partout dans le monde, c'est de fixer une inflation à 2% par an. Or là, malgré, donc, enfin, c'est un peu contradictoire ce qu'il déclare, en fait, Jérôme Powell, puisqu'il a déclaré, OK, on baisse le taux directeur, là, de 0,25 points, il me semble. En 2025, il y aura deux nouvelles baisses de taux. En gros, tout va bien. Sauf qu'il nous dit, mais on avait prévu trois à la base. Finalement, ce sera deux. Et puis, il faut savoir, au fait, vous savez, l'inflation, bah, en fait, on vise plus 2%, on vise 2,5%. Ça, c'est du. Bah, en fait, pour vous dire, c'est du jamais vu dans l'histoire d'une banque centrale, au niveau des objectifs, puisque l'universalité des choses fait que les banques centrales ont toujours visé dans l'histoire, hein, un 2% d'inflation par an, c'est qu'ils considèrent optimal pour l'économie d'une société, quoi. Voilà. Donc là, ça sent pas bon, hein. Effectivement, au niveau de l'économie générale, globale, américaine et même mondiale, hein, parce que ça, évidemment, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, c'est celle qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés mondiaux pour l'instant. Voilà. Donc forcément, derrière, il y a eu un dump des marchés boursiers déjà traditionnels. On l'a vu sur vraiment criant. Il y a eu également le Bitcoin qui a chuté, mais à mon sens, la vraie raison de pourquoi le Bitcoin a chuté, c'est juste que c'est une correction mathématique en fait. Voilà, et je vais vous montrer pourquoi. Je pense à mon avis que ça n'a rien à voir avec le contexte macroéconomique parce que sur les actualités, sur Twitter, on voit vraiment toutes sortes de choses qui essayent d'expliquer pourquoi il y a eu une correction, mais la vérité, personne n'a la vérité là-dessus. Mais à mon avis, c'est juste que, voyez, regardez, quand on regarde le cycle historique passé du Bitcoin, il y a toujours eu des corrections lors des cycles haussiers. C'est-à-dire même en cas de... même lorsque c'est le bull run et que tout est censé, disons, partir à la hausse, il y a forcément des corrections. Même sur les marchés boursiers traditionnels, il y a forcément des corrections parce qu'il y a un moment où il faut que les marchés respirent, en fait. Voilà, donc regardez en 2013, il y a eu une grosse correction avant le gros pump de d'air qui avait suivi. 2017, pareil, il y a eu des grosses corrections. Donc là, on parle de correction d'entre moins 10 et moins 40%, hein. C'est-à-dire que là, la correction qu'on a connue, on a eu beaucoup de panique, beaucoup de traders sont fait liquider. Donc c'est pour ça, faites très attention toujours. Et force est de constater que bah, personne n'a comme par hasard, c'est-à-dire que personne n'a prévu cette correction. Voilà. Et je vois aussi au niveau sans vouloir me mettre là-dessus, mais même les influenceurs n'ont pas prévu cette. C'est pour ça que je vous dis quand personne ne peut vous prédire en fait le cours du Bitcoin ou machin, parce qu'on voit que sinon bah, tout le monde serait déjà milliardaire là. Là, on peut avoir une tendance macroéconomique, une tendance de fond en disant il peut atteindre telle fourchette, mais à l'instant T, on ne peut pas prévoir. Voilà. Donc sur tout ce qui est trading, faites très attention, ce qui est effet de levier, faites très attention parce que c'est le meilleur moyen de se faire liquider, surtout dans le marché autant volatile que le Bitcoin. Voilà. Et donc 2021, pareil, il y a eu des énormes corrections. D'ailleurs, vous avez vu, il y a eu un premier pic en 2021 du Bitcoin. Il a chuté pendant tout l'été, tout le monde se disait, bon, c'est fini. Et en fait, il est reparti à la hausse pour atteindre son top après en fin d'année 2021. Donc ça, le Bitcoin. Donc là, il nous a juste fait une correction mathématique. C'est tout, quoi. Voilà, pas chercher plus loin. Voilà. Bon, donc je vais vous passer quelques petits articles hein, pour la route, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe aussi dans les coulisses. Allez, on va dire ça. C'est un bien grand mot, mais voilà, pendant que tout le monde panique et que tout le monde vend, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Que font les institutionnels? Eh bien, ils achètent. Voilà. Toujours pareil, toujours pareil. Donc Bitcoin, Metaplanet émet 61 millions de dollars d'obligations pour acheter plus de Bitcoin. Donc, ils vendent du dollar pour acheter du Bitcoin. C'est intéressant quand même. Voilà où elle est la tendance. Ensuite, autre article, hop, de cointribune.com cette fois. Crypto, la SEC donne son feu vert aux ETF, Bitcoin, Ethereum de HDEX et Franklin Templeton. Nouveau gestionnaire d'actifs du coup sur le marché des ETF, Bitcoin Spot, mais sauf que là, la nouveauté, c'est que c'est un double ETF. Donc on est en train d'arriver même avec des ETF, au final, qui ressemblent de plus en plus aux fonds de placement commun, sauf que là, ce sera des fonds
de placement commun crypto, quoi. Hein, c'est-à-dire avec un mélange de plusieurs crypto-monnaies, voilà. Donc, comme on a, ça c'est une première du coup, hein, vous avez compris, que à la base nous avions que des ETF Bitcoin et des ETF Ethereum, mais séparés. Donc là on a quelque chose qui fusionne et donc c'est très positif pour l'ensemble du marché crypto. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à l'avenir, il est très probable qu'on voit également des ETF soient indexés sur Bitcoin, Ethereum et d'autres altcoins, forcément. Ou qu'on ait même des ETF, par exemple, par catégorie de narratifs, notamment dans l'intelligence artificielle, dans le RWA. Et donc là, voilà, ça va être le raz de marée en fait institutionnel, puisque quand vous avez un narratif RWA avec la puissance que l'on connaît aujourd'hui au niveau des chiffres et que les institutionnels, avec leurs analystes, ont bien compris, hein, quand on voit des projets comme VeChain, Ondo et bien d'autres au niveau du RWA, eh bien, ça va être, si on a une étiquette BlackRock avec le narratif ETF RWA, tout le monde va jeter dessus forcément parce que c'est la révolution de demain. Pareil pour l'intelligence artificielle. Voilà un peu où on en est là, donc c'est pas fini, hein. Là, pas tout le monde panique. Le, le, le- on va dire l'intérêt institutionnel, même gouvernemental, continue, puisque là j'ai un autre article de cointribune.com, le Bitcoin Reserve Act pourrait briser le cycle de 4 ans. Alors là, pareil, hein, c'est une énorme théorie. Enfin, voilà, on saura jamais si c'est le cas exactement, à part si on a vraiment le Bitcoin Reserve Act aux États-Unis qui est validé par Donald Trump. Mais c'est bien parti pour, je vous montrerai après pourquoi, hein. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on a un Bitcoin Reserve Act, pourquoi ça briserait le cycle de 4 ans? Ce serait positif en fait, c'est qu'il n'y aurait plus de bear market. Et oui, parce que là, on sera à un tel niveau de FOMO institutionnel plus gouvernemental, c'est-à-dire même plus gouvernemental, c'est carrément au niveau des nations. Là, on parlerait de un peu de mettre le Bitcoin exactement à la même place en termes de perception de valeur refuge que l'or physique en fait. Voilà, donc ça veut dire ça validerait quelque part le Bitcoin en tant que monnaie refuge. Voilà. Aussi simple que ça, exactement comme l'or. Et donc, forcément, si c'est le cas, on aura un tel tsunami d'argent que je suis même pas sûr qu'en fait on reconnaîtrait des bear markets derrière parce qu'il y aurait un énorme soutien massif en fait d'argent derrière le Bitcoin. Voilà. Après, ça reste à voir. Et puis, il faut également prendre en compte aussi, c'est ça que je vous dis peut-être que là, sur ce cycle, voire peut-être le prochain cycle, c'est peut-être les derniers cycles où on connaîtra vraiment encore de la volatilité sur le Bitcoin. Après, il faut savoir que plus le temps passe et moins les halvings en fait ont d'impact sur les prix du Bitcoin. Parce que comme je l'ai dit, le halving, tous les 4 ans, c'est une division en fait, de la rémunération des mineurs par deux. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de Bitcoin mis en circulation, une demande de plus en plus forte. Et donc, il y a un moment où le robinet de l'arrivée de nouveaux Bitcoins sur le marché sera déjà tellement faible que le diviser par deux, ça ne changera rien en fait. Voilà. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc c'est pour ça que là, ce cycle-là, voire peut-être, je pense, le prochain cycle, c'est peut-être pour moi les deux derniers cycles où vraiment on peut espérer avoir des gains fondamentaux sur le Bitcoin, voire euh, sur les altcoins. Bon, après, je dis pas c'est vrai, je me dis c'est mon opinion. Et moi-même encore, je suis sceptique, c'est-à-dire que je suis pas sûr de ce que je vous dis à ce niveau-là, mais je dis que c'est une hypothèse, c'est possible. L'article là, de cointribune.com le résume assez bien à travers ce titre. Voilà, donc à voir, mais ça peut être intéressant aussi, et ça peut être aussi quelque chose, pourquoi je vous le dis, à envisager dans ta stratégie de sortie bull run. C'est-à-dire que le classique, ce serait quoi aujourd'hui? Si on se base sur les cycles passés, c'est-à-dire on attend le top en gros, hein, dans le meilleur des cas, même si ça n'arrive jamais. Si on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'arrive pas à anticiper le top, donc personne ne connaît le top du Bitcoin à un temps donné. Mais l'idéal serait donc voilà, d'anticiper le top, de vendre au moment où le Bitcoin atteint le top, de basculer tout son portefeuille en stablecoin ou autre, et d'attendre le bear market pour que ça chute et qu'on refasse le plein de crypto et attendre le prochain cycle. Mais du coup, si on a une cassure quelque part dans les cycles, je peux dire au niveau des prix, en tout cas,
eh bien ça, ce sera plus valable. C'est-à-dire cette stratégie-là, bah, en gros, on vend tout, mais après, on ne pourra plus rentrer dans le marché parce que ça continuera de monter, en fait. C'est une question à se poser, en tout cas en termes de stratégie. Bon, allez, je continue. Donc, je continue, hop, avec des petits tweets cette fois, notamment un tweet de Cointelegraph, comme vous allez pouvoir le voir ici. Et donc, effectivement, Trump, Bitcoin, donc va aller sur la Lune. Comme nous l'avons dit, en fait, ça va aller sur la Lune. Donc ça, c'est Trump, oui, qui le dit. Et il dit, je veux que l'Amérique soit la nation, en fait, qui mène quelque part l'adoption du Bitcoin en tant que réserve stratégique nationale. Donc on voit que Trump est toujours aussi chaud, hein. Il est vraiment partant pour, il est très déterminé pour mettre en place ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est accompagné aussi par des faits techniques. C'est-à-dire que là, c'est un tweet de Bitcoin Magazine, donc Michael Saylor, hein, vous savez, le Bitcoin maximaliste qui a fondé MicroStrategy, et bien lui a publié carrément un papier, comme vous pouvez voir ici, où il donne un peu son mode opératoire quelque part de comment en fait le Bitcoin pourrait quelque part aider les États-Unis à rester la première économie mondiale malgré la baisse du dollar actuel. En gros, sauver les États-Unis presque de la chute et du lent déclin économique qu'ils connaissent au niveau de leur dollar. Et donc là, voilà, on commence à avoir des choses, carrément, c'est presque un white paper de la réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis avec un président qui est chaud pour mettre en place ça. Enfin, on voit quand même que les planètes sont bien alignées. Et donc voilà, là où on voit vraiment l'ascension fulgurante du Bitcoin, c'est ce graphique. Et là, c'est un tweet de Ki Young Yu. Voilà, donc c'est le fondateur et le CEO de CryptoCount.com. Et donc, il fait effectivement référence en fait aux ETF, donc sur l'or de BlackRock, hein, sur l'or, qui ont pris 20 ans, pas de rendre compte, ont pris 20 ans pour atteindre les 33 milliards de dollars en fait d'actifs sous gestion. Le Bitcoin, lui, il a fait le double en moins d'une année. Voilà, regardez, le Bitcoin en jaune, 57,8 milliards de dollars donc d'actifs sous gestion, et au niveau de l'or, 33,2 milliards de dollars. Voilà un peu l'ordre de grandeur de qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin, donc pourquoi la petite correction. Quand je vois une correction de 10-15% sur le Bitcoin actuellement, et enfin, je vois la panique qu'il y a sur un peu partout, ben ça me fait rigoler, je suis désolé, ça me fait rigoler. Quand on voit derrière, quand on prend un petit peu de recul, quoi. Même pas besoin de dézoomer à 6000 km la surface de la Terre, hein. Il suffit juste de dézoomer un petit peu. Ah, on voit quand même que les fondamentaux sont extrêmement solides. Bon, ce sera tout pour Bitcoin, hein, les amis, aujourd'hui. J'ai passé à VeChain, hein, comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire sur VeChain, notamment avec, ils ont remis à jour, vous savez, leur feuille de route de leur objectif de renaissance du VeChain, comme ils le disent, au niveau de leur white paper, si je puis dire, leur roadmap. Ils n'ont pas donné de détails concernant les dates, les délais, mais par contre, ils ont donné un autre pan très important, c'est au niveau du codage, au niveau de tout ce qui est le EVM, JSON, RPC, donc là, un peu dans le technique, et c'est dédié aux développeurs. Mais c'est hyper important parce que ça révèle derrière en fait beaucoup de choses sur l'avenir de VeChain s'ils le mettent en place. Mais c'est bien parti pour. Donc ils ont fait un article pour détailler tout ça sur cet aspect de EVM, JSON, RPC et le futur de l'écosystème VeChain Talk comme ils l'appellent. Donc ils rappellent également qu'ils ont prévu donc le système de la tokenomics de revoir cet aspect-là. J'en avais parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, aujourd'hui, ce qu'ils prévoient donc de faire, en plus de cet aspect de tokenomics, de refonte de la tokenomics, c'est de revoir, vous voyez, tout ce qui est l'aspect EVM. Donc, ils appellent l'aspect EVM, c'est bon, les développeurs, moi je suis pas développeur, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, donc je vais essayer de traduire un petit peu voilà, ce qu'ils veulent dire. Mais en gros, ils veulent donc améliorer la compatibilité des outils qui existent. Donc, vous voyez, les outils, les wallets, les dApps, etc. Donc, ils veulent faciliter en fait l'intégration, par exemple, des dApps dans l'architecture de VeChain pour les développeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose
très technique. Ils veulent faciliter en fait le onboarding des développeurs, c'est-à-dire en fait l'accueil et la prise en main des développeurs soit plus facile pour eux d'utiliser les outils de VeChain, en fait, au niveau même des machines virtuelles, par exemple en lien avec Ethereum, on peut voir ici. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais en tout cas, c'est ça les fondamentaux qu'ils veulent faire. Ils veulent également améliorer en fait tout ce qui est la parité au niveau du EVM. Donc là, bon, un petit peu plus compliqué, mais en gros, ils veulent. Après, c'est lié avec tout ce qui est avec Ethereum. En tout cas, il faut savoir qu'il y a les kits de développement, donc tous les développeurs y ont accès. Et ces kits de développement sont plus ou moins compatibles avec les blockchains les plus connues, comme celle de Ethereum. On appelle le EVM. Bon, voilà. Donc, ils veulent améliorer un petit peu cet aspect-là, comme vous pouvez voir ici. Actuellement, dans la roadmap de ce développement, on va dire, de cet aspect-là, ils en sont à ce qu'on appelle la mise à jour Shanghai. Voilà, des lignes de Shanghai Upgrade. Donc, ils en sont là actuellement, et ils prévoient donc la prochaine étape, en fait, donc ça s'appelle le upgrade de Cancun, c'est marqué ici, en fait, d'assurer vraiment la modernité, la compétitivité de la blockchain de VeChain. Et en fait, surtout, pourquoi? Pour rendre VeChain Tor, donc la blockchain de VeChain, compatible au niveau multi-chain pour les développeurs. Donc là, on est vraiment dans un objectif que, en fait, le maximum de développeurs de l'écosystème de la blockchain en général, des crypto-monnaies, puissent utiliser en fait les kits de développement de VeChain comme s'ils utilisaient les kits de développement, si j'ai bien compris, hein, d'autres blockchains. Vraiment, je vous fais le gros, je suis pas le mieux placé vraiment pour faire un speech là-dessus, mais j'essaye vraiment de vous, voilà, grosso modo, mais prenez ça avec des pincettes, de toute façon, peu importe, l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'améliorer l'intégration des développeurs sur la rampe de lancement du VeChain, en gros, voilà. Ensuite, là aussi, un très technique, l'intégration du JSON RPC avec tout ce qui est le système, en fait, des API. Donc les API, c'est les clés qui permettent de faire la connexion, vous savez, entre plusieurs sites internet, enfin bon, ça existe déjà sur le web 2.0, et donc là, ils veulent, vous voyez d'ailleurs, ils en parlent, du web 2.0 au niveau des entreprises, qui sont déjà accoutumées aux solutions basées sur le API. Là, les développeurs utilisent beaucoup les API, donc là, ils veulent vraiment ajouter à cet aspect-là le JSON RPC, enfin, le support de JSON RPC, comme ils appellent ça ici, pour en fait, voilà, toujours pareil, intégrer quelque part les outils natifs d'Ethereum ainsi que les wallets comme MetaMask. Voilà. Et pour donner en fait aux développeurs l'accès à des réseaux bien plus connus et larges. Forcément, vu que Ethereum, c'est la deuxième blockchain la plus utilisée au monde, hein, clairement. Voilà. Donc, ils veulent, à la fin, l'objectif de ça, c'est d'assurer que les développeurs du Web 3.0 peuvent travailler avec VeChain en utilisant voilà, des outils familiers qu'ils utilisent déjà, en fait. C'est ça l'objectif, parce que là, actuellement, c'est vrai que pour les développeurs, utiliser les outils de développement de VeChain, c'est en fait, quelque part, ils doivent se former. Voilà. Donc, l'objectif là de VeChain, c'est de faire en sorte que pas besoin de vous former les développeurs, vous arrivez, c'est la même chose que si vous bossiez sur Ethereum, quoi, en fait. Grosso modo, c'est ça. Donc, autant vous dire que là, ça a l'air de rien, hein, comme ça paye pas de mine l'article, hein, en plus on n'y comprend rien avec les termes et tout techniques, mais force est de constater que s'ils arrivent à mettre ça en place avec leur euh, upgrade de Cancun, ça appartient en vrille, puisque tous les développeurs, en fait, seront familiers avec l'écosystème de VeChain, s'ils ont déjà bossé sur Ethereum, etc. Voilà, donc ça, c'est bien plus important que ça ne le laisse entendre, en fait. Et donc, en troisième, troisième étape, au niveau de la feuille de route, entre guillemets, eh bien, c'est d'assurer, en fait, l'interopérabilité cross-chain avec des nouveaux outils, quelque part. Donc là, pareil, on entre dans les ponts, les stablecoins, les wallets, DeFi, dApp. Donc là, c'est plus, on va dire, concret, quoi. Voilà. Et donc, en intégrant ce qui existe avec des bridges populaires, donc entre blockchains, en fait, nous connecterons en fait VeChain, les assets de VeChain à d'autres réseaux.
donc en assurant donc l'ouverture de liquidité sur VeChain tout simplement. Voilà. Donc l'objectif que l'on voit là, c'est vraiment de faire en sorte que VeChain soit connecté quelque part en façon multi-chain, devienne une blockchain multi-chain, en gardant bien sûr l'essence et les fondamentaux de VeChain, mais en laissant la possibilité aux développeurs comme aux utilisateurs de passer de VeChain à une autre blockchain sans être perdu, quoi. Voilà, sans devoir faire des manipulations de fou pour changer. Donc c'est vraiment voilà, une interopérabilité cross-chain. C'est exactement ça. Voilà. Donc ils veulent aussi, ils visent les stablecoins, hein. Vous voyez les stablecoins, eux aussi ils commencent à comprendre que ouais, il y a un marché sur les stablecoins. Donc ils veulent incorporer les stablecoins, qu'ils soient natifs ou non. Voilà. Bon, et tout ça pour viser les paiements transfrontaliers. Donc là aussi, ils ont compris. Donc, est-ce qu'on va avoir un jour le RLUSD sur la blockchain VeChain? Eh ben, je ne serais pas étonné. Donc, soit ça, soit ils développent leur propre stablecoin. Alors, ils avaient déjà développé leur propre stablecoin, le VUSD, il me semble, hein. Mais vraiment, mais ça n'a pas marché du tout. Le projet vraiment est tombé à l'eau, j'ai l'impression où le stablecoin n'était pas efficace. Donc peut-être qu'ils vont en redévelopper un, je sais pas. Peu importe. Mais en tout cas, il y a une ligne quand même stablecoin dans tout ça. Voilà. Et après le reste, bon bah, tout le tralala, hein, DeFi, les dApps, etc. Ça sera avec la plateforme VBTRDAO en plus. Donc très très bullish quoi. Voilà. Comme je vous dis, hein, ça ressemble à rien leur article quand on regarde le titre. Mais quand on creuse, effectivement, si ça arrive à mettre en place tout ça, on va se retrouver avec quelque chose de très très puissant au niveau de l'écosystème VeChain, alors que c'est déjà quand même pas mal. Ok, donc ensuite ça c'est bon. Maintenant j'ai passé à une autre nouvelle, toujours dans la même veine. Donc là ils sont en train de balancer les infos, mais un peu au compte-gouttes, si vous voulez. Donc faut condenser le truc. Donc là aussi, ils annoncent qu'ils ont lancé ce qu'ils appellent le Proof or Participation Badge. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le système lié au NFT. Et donc, c'est vrai que pour minter des NFT actuellement sur la blockchain, mais quels que soient les réseaux, hein, pas forcément blockchain, c'est plus ou moins facile. Je dirais même c'est plus ou moins difficile. C'est bon, on fait pas ça comme ça. Il faut être un minimum initié à la blockchain, à la crypto pour pouvoir minter des NFT sur la blockchain, sur le Web 3.0 aujourd'hui, c'est sûr. Donc là, ce qu'ils ont créé, ça y est, c'est que vous voyez, donc c'est difficile, mais c'est difficile et c'est coûteux de minter, c'est-à-dire de créer des NFT sur la blockchain. Plus maintenant, ça y est, nous avons lancé donc le no-code, le module no-code POFP comme ils l'appellent, tout est gratuit. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous créez votre portefeuille, votre wallet VWorld, et vous pourrez minter en fait avec le module POFPS des NFT en fait gratuitement et de façon très fluide, entre guillemets. Voilà, donc on voit vraiment que VeChain, là, ils sont dans un objectif, on retrouve bien l'objectif de base, l'essence même, dans un objectif d'adoption de masse, en fait, du Web 3.0, hein, bien plus que le VeChain en tant que tel. Donc, 2025, je pense, ça va bombarder, en fait. Quand je vois toutes les nouvelles qui s'enchaînent, alors après, il faut voir à qu'ils n'ont pas mis de deadline, ils n'ont pas mis de date. Ça va être au cours, peut-être 2025, voire même 2026-2027, hein. Je ne sais pas. Mais force est de constater que là, ils ont boosté leur. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas de roadmap sur VeChain, et là, il faudrait constater qu'ils sont bien rattrapés quand même, dans tous les sens. Mais j'espère que ce sera pas aussi brouillon, par contre, que leur communication pour gérer tout ça, quoi. Parce que là, quand même, ils balancent un peu ça au compte-gouttes. Allez, je continue. Donc là, toujours dans cette optique d'adoption de masse, marrant, hein. Là, ils sont vraiment là-dedans, là, en ce moment. Donc ils annoncent VeChain un nouvel outil quelque part, une nouvelle feature comme ils appellent pour l'écosystème de VeChain, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez créer et manager un wallet aussi facilement que si vous créez ou vous connectiez en fait à un réseau social au niveau de la plateforme de votre choix. Voilà. Donc c'est écrit ici, il y a une vidéo, hein. Donc en fait, à l'aide d'un mail ou autre, vous pouvez directement créer votre portefeuille, votre wallet, VeChain. Donc on entre vraiment dans la fusion, je dirais, en termes d'accessibilité entre le Web 3.0 et le Web 2.0. C'est-à-dire que c'est vraiment la barrière d'adoption pour le Web 3.0 aujourd'hui. Ah, c'est pas simple en fait. Pour des non-initiés au Web 3.0,
c'est même compliqué. Donc là, ces barrières-là sont en train de sauter, et là je parle de VeChain, mais il y a d'autres projets, d'autres crypto-monnaies où c'est pareil. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'en plus la crypto-monnaie gagne en masse, de l'adoption, également de la visibilité, de la légitimité, on le voit avec le Bitcoin aujourd'hui, eh bien ça gagne en plus la facilité d'accès, voire même l'interopérabilité. Et donc, l'adoption en fait définitive massive, en fait, elle est lancée quoi. Je pense, hein, je pense. Bon, dernier petit point sur VeChain. Donc là, je suis sur les VeChain statistiques. Comme d'habitude, hein, toutes les semaines, on regarde. Et donc, on est à 4 554 000 adresses donc, sur l'écosystème du VeChain. Donc, on voit bien que ça continue de monter très rapidement. Voilà. Allez, je passe au prochain projet, hein, les amis, c'est-à-dire XRP et donc Ripple. Première information, et non pas des moindres, hein, de Ripple, l'entreprise, sur le RLUSD. Donc ça y est, le stablecoin est enfin disponible sur certaines plateformes exchange. Donc après, ils avaient mis la liste, mais je ne l'ai pas là, c'est pas grave. Peu importe, le tout c'est que le RLUSD soit lancé, et donc qu'est-ce qu'il permet le RLUSD? Il permet donc des paiements mondiaux instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des accès faciles pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, et bien sûr de la value, enfin de la valeur, l'accès à la valeur dans le monde du Real World Asset, c'est-à-dire du RWA. Donc quand on vous dit que le narratif, je pense, qui va primer ce cycle aussi, voire le cycle prochain, ce sera vraiment le narratif du RWA, la tokenisation d'actifs, on le voit bien. Et ça va tout balayer son passage, bien plus, je pense, que l'IA, qui lui est encore bien trop peu, peu exploité, mais parce que la technologie de l'intelligence artificielle en est quand même à ses débuts. Voilà. Le RWA, on est en plein dedans là, on est en plein développement, on voit que même un stablecoin est lié maintenant au RWA. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que là, Ripple a directement balancé vous voyez une vidéo de ce monsieur, donc Jack McDonald, qui explique, donc il a un poste important au sein de Ripple, et qui explique en fait comment le RLUSD va apporter donc de la confiance, de l'utilité, de la stabilité à l'industrie crypto. Donc en fait là, Ripple vise tout simplement à détrôner Tether, hein, on va pas se mentir. Enfin, c'est leur objectif principal, c'est de rendre le RLUSD numéro 1 au niveau des stablecoins. Et je pense personnellement, je vous dis, alors ça va peut-être prendre du temps, hein, parce que forcément Tether c'est un gros mastodonte, mais Ripple aussi. Voilà, avec les partenariats qu'ils ont, je ne serais pas étonné que moyen terme, Ripple, le RLUSD, en fait, détrône largement Tether. On verra, de toute façon, on verra. Mais c'est bien quand même parti pour, quand je vois les planètes qui sont alignées là, et puis derrière, bah, forcément, on va parler du XRP. Donc le XRP, hop, j'ai un petit article ici, je vous montre, hop, pour la route, ça veut bien, voilà. Donc d'un article de Cointelegraph France, crypto, le stablecoin RLUSD augmentera la demande pour le XRP selon le cofondateur d'Axelar. Bon. Donc Axelar, je rappelle, hein, ils bossent avec Ripple en fait, moi un partenaire de Ripple. Et qu'explique Axelar, c'est que effectivement le RLUSD en fait va permettre, tout comme Tether, en fait d'assurer des transactions crypto à crypto, bon stablecoin, un tout le tralala basé sur les stablecoins, mais cette fois en lien avec le XRP Ledger, c'est-à-dire la blockchain quelque part de XRP, je vous la fais grosso modo, hein, je vous la fais courte. Et donc forcément, eh bien, les gens vont devoir, pour assurer les frais de transaction, acheter quand même du XRP. Et donc forcément, bah, en voulant acheter du RLUSD, ils seront obligés d'acheter quand même du XRP. Et donc ça va booster la demande du XRP, hein. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Et en plus, sur l'aspect également marketing, c'est-à-dire que les gens qui achètent le RLUSD, bah, s'ils achètent le RLUSD et pas le USDT par exemple, c'est parce qu'ils croient plus en Ripple, ils ont plus confiance en Ripple et ses partenariats. Et donc forcément, bah, ça va être des gens qui vont plutôt être positifs vis-à-vis du XRP. Sinon, ils ne vont pas acheter le RLUSD, ils vont acheter le Tether, USDT.
bref. Voilà, c'est pas chercher loin, hein, pas chercher midi à 14h, mais c'est plutôt logique, en tout cas, cette démarche-là. C'est un gros coût en plus marketing de communication que le RLUSD. Bon, allez, je continue. Tac, notre article, hop, cette fois de cryptost.fr, la Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, veut son propre layer 2 construit sur Ethereum. Donc ça commence, vous voyez, ça commence la tokenisation d'actifs sur tous les niveaux. Là, on a les grandes banques qui étaient anti-crypto hein, il y a encore quelques années, commencent à créer carrément leur propre blockchain sans complexe. Allez, je continue. Toujours un article, donc cette fois de Cointelegraph France, non à l'euro numérique. Sarah Nafo défend le Bitcoin au Parlement européen. Donc Sarah Nafo, peu importe qui elle est, il faut savoir juste que maintenant on a des députés européens qui commencent à défendre maintenant le Bitcoin au Parlement européen, chose que jamais on aurait pu voir encore il y a quelques années. Donc, est-ce que si les États-Unis, vous voyez, commencent à se mettre à faire une réserve stratégique de Bitcoin, eh ben on va avoir un véritable FOMO gouvernemental. Puisque là, aujourd'hui, vous voyez, Trump parle du Bitcoin, bim, comme par hasard, il y a plein d'autres pays, vous avez des députés, des avocats qui commencent à parler d'une réserve stratégique de Bitcoin dans chaque pays. Donc il y a l'Argentine également qui veut s'y mettre, enfin, pour vous dire un peu le délire dans lequel on est. Donc si c'est pas pour ce cycle-là, ce sera sûrement pour le prochain cycle, c'est clair. Voilà, donc c'est intéressant de voir déjà que le Bitcoin, on est très loin, vous voyez, des années où c'est vraiment le truc qu'il fallait éviter, quoi. Bon, je continue, donc toujours sur les actualités crypto, hein. Là, je sais, vous avez compris, je passe aux actualités crypto. Donc, Coin Academy, le Salvador abandonne Bitcoin comme monnaie légale sous la pression du FMI, point d'interrogation. Effectivement, le Salvador, en fait, a réduit, là. Ils n'ont pas abandonné le Bitcoin, hein, loin de là, pas du tout ça. Par contre, ils ont réduit leur usage de Bitcoin parce que le FMI, en fait, a mis la pression sur le Salvador au niveau des prêts économiques. Donc, qu'a fait le Salvador, c'est qu'ils ont réduit, par exemple, leur portefeuille Chivo au niveau de l'accessibilité pour les Salvadoriens. Mais derrière, il faut savoir que le Salvador a racheté je ne sais plus combien de Bitcoin, je crois une dizaine ou peut-être dit des bêtises, je ne suis pas précis là-dessus, il faudrait vérifier. Mais de tête, j'ai vu passer l'information, c'est que dès que on a eu l'information comme quoi le Salvador réduisait en fait son utilisation du Bitcoin dans la vie de tous les jours, de l'autre côté, derrière, bah, en fait, ils ont racheté du Bitcoin. Voilà. Donc on rigole. Mais on voit bien quand même que le FMI essaye de garder son monopole parce que c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de voir que si, là la question, si demain les gouvernements commencent à utiliser le Bitcoin, déjà de loin, hein, pour commencer de loin, mais en tant que réserve stratégique, bah, ça veut dire quoi? Parce que l'objectif de Donald Trump, premier objectif d'utiliser le Bitcoin en tant que réserve stratégique de Bitcoin, c'est quoi? C'est de réduire la dette. Si demain, tout le monde fait ça, donc bah, si tout le monde fait ça, déjà, le prix du Bitcoin, bah, on dépassera les 1 million, hein. Bah oui, ça déjà c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est en termes d'utilité, ce qui doit venir personnellement, c'est que si tous les pays en fait utilisent le Bitcoin en tant que réserve stratégique, eh bien forcément ça va réduire les dettes. Parce qu'en fait, ils n'utiliseront plus quelque part leur monnaie fiat, shitcoin, comme réserve stratégique mondiale, comme pour le dollar américain, actuellement pour les États-Unis, mais ils utiliseront en fait une monnaie qui est décentralisée et qui n'est pas dans les mains du FMI et des organisations bancaires internationales. Donc, ce sera la fin en fait du FMI. Ça n'arrivera plus à rien, parce qu'il n'y aura plus besoin de faire de prêts. Ce sera le Bitcoin qui assurera, un peu comme l'or, le truc, sauf que l'or a des rendements moins intéressants sur le long terme, enfin, sur le court terme, pardon, que le Bitcoin. Donc, c'est pas avec l'or, en fait, que vous arrivez à réduire la dette d'un État, quoi. Mais le Bitcoin, lui, est capable. D'ailleurs, on le voit, le Salvador, eux, ils ont fait exploser leur portefeuille en quelques années en termes de parité dollar-Bitcoin. Voilà. Donc le FMI, j'ai l'impression hein, que là, ils commencent à comprendre que leur existence même, et à ce rythme-là, hein, dans 10 ans, en fait, on n'aura plus besoin d'eux. Donc ils commencent à mettre des freins et dire hop, 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 vous allez arrêter là. Hop. Voilà, donc c'est assez marrant ce qui se passe quand même. Donc le monde, en fait, ça c'est que le monde est en train de changer. Simplement au niveau économique
et donc forcément au niveau sociétal, quoi. Au niveau de la société, au niveau... parce que l'économie, c'est la base hein, d'une société. Bon, allez, je continue toujours avec les actualités crypto. Donc là, la BPCE obtient un agrément pour diffuser les cryptos à ses clients. Donc la fintech du groupe bancaire Exarch a décroché le Sésame PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers, donc en France. Elle est seulement la 4e dans ce cas. Donc on voit encore une fois que, on continue, hein. Les banques commencent à vraiment s'y mettre, même en France, à vouloir acheter et vendre du Bitcoin à leurs clients. Donc c'est l'adoption de masse là, hein, clairement. Allez, donc cette fois, j'ai fini pour l'actualité crypto. Je vais passer aux actualités économiques plus générales avec, bon, bah là, franchement, les nouvelles sont vraiment moins bonnes, hein, vous l'avez compris. Les échos, le budget 2025, la loi spéciale a été promulguée. La loi qui autorise l'exécutif à prélever l'impôt et à emprunter pour financer l'État et la sécurité sociale, malgré l'absence de budget pour 2025, a été promulguée depuis Mamoudzou à Mayotte, où Emmanuel Macron s'est rendu ces derniers jours, avec fort fracas, on l'a vu. Bon, bah ça y est, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans l'inconnu là. C'est-à-dire qu'on a transposé le budget de 2024, on l'a foutu pour 2025. Sauf que on sait déjà que 2025 ne sera pas la même que 2024, déjà même au niveau du PIB. Bon, puisque on est en récession, hein, clairement. Donc, le budget n'est pas adapté déjà pour 2025. Donc, ça veut dire que sur les lois spéciales qu'ils ont mis là, il va falloir pondre d'autres lois spéciales pour venir combler en fait le déficit de la première loi spéciale en fait. Vous allez voir, ils nous remettront des lois spéciales dans tous les sens. Donc je pense qu'on va bien rigoler, mais le danger c'est que maintenant qu'ils vont être habitués aux lois spéciales, bah, ils n'auront même plus besoin de 49.3 en fait. Ils mettront loi spéciale obligatoire pour l'économie et puis ils mettront ce qu'ils veulent dedans quoi. Ça vous... On verra bien, on verra bien ce qui se passe, mais je ne serais pas étonné que bon bah Sotaï soit la dérive totale au niveau de l'exécutif. Mais en fait, on a un gars qui dirige le pays et le reste vraiment sert à rien. On le voit bien. Bon, donc je continue. Actualité économique, hein, bon, pas très réjouissante, puisque bah, pas étonnant, voilà. Le journal de l'économie, JDE, Moody's, donc l'agence de notation, hein, Moody's, abaisse la note des 7 grandes banques françaises. Alors là, voilà, c'est pas bon. Pas bon du tout, parce que bon, vous l'avez compris, hein, je l'ai déjà dit la semaine dernière, vous expliquer, les 2 semaines, à quoi servent les agences de notation, c'est-à-dire qu'elles notent, par exemple, les pays au niveau économique, donc après sur la dette, elles notent également des entreprises, les plus grosses entreprises au niveau de leur situation financière comme les banques, et ces notes permettent aux investisseurs, en fait, d'acheter ou non des actifs liés au pays ou aux entreprises concernées par ces notations. Voilà, donc plus la note est bonne, d'agence de notation, plus ça prouve et ça certifie au monde entier que l'économie est solide et qu'il faut effectivement investir là-dedans, c'est bien. Et inversement, plus la note est basse, bon, moi je n'invente rien, quoi, c'est pas sorcier, hein, et moins il faut y aller, quoi. Si la notation est trop basse, il ne faut pas y aller, il ne faut pas investir là-dessus. Donc là, le problème, c'est que bah, on voit que la boucle est bouclée et qu'on est en train d'assister en fait à la boule de neige qui est en train de chuter, voilà, qui est en train de se transformer en avalanche. Puisque du coup, la semaine dernière, on a eu une baisse de la part d'une agence de notation sur la dette française de la France. Souvenez-vous, hein, vous en avez parlé. Et là, bim, comme par hasard, maintenant, c'est les banques françaises, les principales, donc il y a BNP Paribas, il y a plein de grosses banques françaises, qui sont carrément qui voient leur note baisser. Pourquoi? Bah, parce qu'elles sont détentrices justement de la dette française. Donc, en fait, maintenant, c'est-à-dire que la dette française est en train de devenir tellement radioactive que tous ceux qui ont de la dette française, bah, en fait, sont presque en danger, quoi. Et les agences de notation commencent à anticiper, en disant attention, telle entreprise a de la dette française, a des actifs français, bah surtout n'y allez pas, quoi, parce que elle est en danger du coup. Voilà. Et ça, en plus, qu'a indiqué Moody, c'est que ça, c'est le début, en fait. C'est-à-dire là, ce qui se passe, c'est qu'ils prévoient en plus qu'en 2025, la situation empire. Donc, ils vont encore, logiquement, d'après leurs propos, hein, on peut imaginer qu'ils vont continuer à baisser
la notation des banques, mais aussi de la dette française et tout. Donc je vous laisse même pas imaginer le délire. Donc c'est vraiment la boule de neige là, qui est en train de s'accélérer, de grossir, et qui va se transformer en avalanche, on va s'en prendre plein la gueule en gros. Voilà. Donc j'aurais aimé vous dire l'inverse, hein, mais malheureusement, c'est la réalité des choses actuelles, et bravo du coup aux chers politiques, hein, vraiment, qui ont bien fait n'importe quoi et qui continuent dans le meilleur des mondes, hein, dans leur univers parallèle, quoi. Allez, je continue. Donc là, on a même Le Monde qui s'y met, quoi. Alors ça franchement, j'étais étonné. Le Monde, le décrochage économique européen, un lent effritement social. Ah bah, ils ont mis du temps avant de se réveiller, mais ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire que même les médias maintenant mainstream commencent à ouvrir les yeux, peut-être, je sais pas, mais en même temps, les événements sont vraiment criants, hein, puisque là, j'ai un autre article de Le Figaro. Volkswagen prévoit de supprimer plus de 35 000 emplois en Allemagne, donc au 20 décembre, hein, vous voyez l'article. Donc effectivement, c'est une première dans l'histoire de Volkswagen quand même, et ça démontre vraiment la crise dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc, on va vraiment se prendre un mur en 2025, plus tard 2026. Je vais vous donner mon opinion, hein. Je dis pas que ça va se dérouler, j'espère pas. Mais si ça se enfin, logiquement, si on continue dans cette voie, donc nous on va être en banqueroute, hein, la France, c'est évident. Du coup, bah, faudra rembourser notre dette, 3200, 3300 milliards d'euros. Personne ne pourra rembourser, donc on va se faire dégager de l'Union européenne. Et l'euro ne vaudra plus rien en France, hein, puisque en fait on va assister à une hyperinflation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des alternatives à l'euro, puisque en plus, vous voyez, l'euro est en train vraiment de s'effondrer, comme vous pouvez voir, c'est tout dans le rouge, hein. C'est-à-dire, sur la semaine, il est en baisse, sur un mois, l'euro est en baisse par rapport au dollar. Là, je suis sur Boursorama, semble, hein, Boursorama. Je compare en fait l'euro au dollar au niveau spot. Sur 10 ans, regardez le massacre, on est vraiment sur une pente descendante. Et donc, sur 10 ans, nous sommes à moins 15,39% du cours de l'euro par rapport au dollar. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est vraiment que depuis, en fait, depuis la date, alors, c'est quand depuis le 19 septembre 2024, vous voyez, depuis septembre-octobre 2024, l'euro ne fait que chuter par rapport au dollar. Là, c'est une ligne droite, là, vous voyez, c'est vraiment une ligne droite. Et il est en train de casser son range. Alors là, je fais un peu de, allez, un peu de courbe technique. Bon, c'est vraiment pas à prendre au sérieux. Mais vous voyez, il a cassé son plus bas là, qui était ici. C'est-à-dire que là, on avait un range, en fait, depuis janvier 2023. On avait un range donc, de 2 ans qui était plutôt stable, on va dire entre moins 8 et moins 14%. Donc une variation d'aller voilà, 6-7% maximum. Mais là, on dirait qu'on est en train de casser vraiment vers le bas et d'aller chercher vraiment de creuser à la pelle, quoi. Bon, donc c'est pas bon. Vous avez compris, bah forcément, l'Union européenne est en train de s'effondrer au niveau économique, donc l'euro en fait suit, quoi. Là aussi, c'est pas sorcier, hein. Donc maintenant, là aussi, autre nouvelle moins bonne, c'est la reprise du gaz naturel. Donc pareil, hein, je suis sur Boursorama, vous voyez. Et donc c'est en fait le prix au spot du gaz naturel. Ouais, c'est marqué ici. Voilà. Et donc sur un an, regardez, le gaz naturel, donc pendant un an, on avait des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que le gaz naturel a baissé au fur et à mesure du temps. Et on a eu d'ailleurs un creux là en mars 2024, entre février et avril 2024, on était bien. Et là, on est en train de repartir vraiment à la hausse au niveau du gaz naturel. Donc sur 10 ans, on va voir sur 10 ans le prix du gaz naturel, on va se marrer, hein, au mieux. Donc on a eu un énorme pic 2022 avec la guerre Russie-Ukraine, et sur 10 ans, bah, on est en train de reprendre en fait la courbe, la hausse des prix du gaz, hein, mais par rapport donc au dollar. Oui. Voilà, donc forcément, ah bah, c'est pas bon quoi. C'est-à-dire que forcément, parce qu'aujourd'hui, nous, de toute façon, et ça en fait, en plus, c'est le gaz. Après, ça reste à voir, hein, je suis pas géopoliticien, mais je rappelle que nous, en tout cas l'Union européenne, on paye ce gaz plus cher. Pourquoi? Bah parce que
Simplement, on le paye désormais donc raffiné. Donc, en fait, on continue de payer du gaz russe, mais de façon détournée, parce qu'avec les sanctions, hein, souvenez-vous, on n'a plus le droit, nous, en tant qu'Européens, d'acheter du gaz russe directement. De toute façon, on peut plus, parce que tous les pipelines ont été détruits. Enfin, à part celui en Allemagne, je crois qu'il y en a encore un, mais ils l'ont fermé. Bon. Donc, résultat, ben, la Russie, en fait, a augmenté ses exportations de gaz naturel, de pétrole surtout, vers l'Inde, la Chine. Et donc, en fait, nous, on achète du gaz naturel, en fait, à l'Inde, et surtout aux États-Unis maintenant, mais sous format en fait liquéfié, c'est-à-dire qu'on appelle les GNL. Sauf que les GNL, en fait, c'est du gaz qui a été transformé, solidifié, entre guillemets, pour le mettre dans des tankers et le transporter. Bah forcément, vous comprenez que c'est bien plus cher que juste d'ouvrir la vanne du pipeline qui reliait à l'époque bah, l'Allemagne et la Russie, forcément, parce qu'il y a tout l'aspect transport derrière. Donc nous, aujourd'hui, on paye vraiment le prix fort. Donc le gaz naturel est en train de remonter, mais en plus on paye plus cher à la base. Parce que on l'achète raffiné et en ce format GNL. Et je parle même pas du pétrole. Mais lui aussi, pareil, c'est le bordel. Voilà, donc on paye vraiment, en fait, on est en train de constater qu'on paye vraiment les décisions désastreuses des politiciens, hein. Mais tout ça a été couru d'avance, quoi. Bon, et maintenant, Bullion by Post, le cours de l'or, vous voyez, donc lui, il est stable. Vous voyez le cours de l'or, alors sur 20 ans, bien sûr, il a explosé, mais sur les 3 derniers mois, vous voyez, le cours de l'or reste quand même plutôt stable, hein, si on regarde la courbe. Il a un tout petit peu baissé par rapport à, encore, hein. Il a un peu baissé par rapport à son record, où il y a 84 000 euros. Mais là, on voit que depuis quelques semaines, il reste plutôt dans un range, en fait, une fourchette assez large, au-dessus des 80 000 euros, le kilogramme 24 carats. Bon. Donc, ça prouve que le sentiment des investisseurs est que ça garde le cours de l'or vers le haut, donc que les investisseurs sont vraiment inquiets de la nature de ce que prend la tournure des choses, en fait, au niveau géopolitique, au niveau mondial. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout aujourd'hui pour cette actualité crypto, donc numéro 105. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit like, si vous avez appris des choses, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ou donner des pistes aussi de ce que vous en pensez, s'il y a des gens qui ont d'autres informations, etc., sur le niveau crypto, au niveau économique, pour partager, c'est l'idéal. Et puis sinon, bah écoutez, voilà, on est... fin d'année 2024, donc je vous souhaite un merveilleux, très bon Noël, profitez bien, parce que 2025, je pense, va être quand même assez chaud. Pas, pas passer par 4 chemins. Donc, mais, vous voyez, si vous avez pris des solutions, c'est-à-dire si vous avez de l'or, du Bitcoin, même du franc suisse, pourquoi pas du franc suisse, même si c'est une monnaie fiat, c'est quand même la plus solide au monde. Ça permettra en fait de ne pas se faire défoncer par la chute de l'euro qui, je pense, va être inévitable en fait. Voilà. Donc avec tout ça et bien sûr des provisions pour couronner le tout, comme ça là vous êtes vraiment paré quoi. Bon, allez sur ce, je vous souhaite un très bon Noël, passez de bonnes fêtes en famille et puis sinon bah, moi je vous retrouve pour la semaine prochaine pour notre vidéo. Allez la bise, ciao.